Le ministère de l'Éducation primaire et de la promotion des langues nationales et celui de la fonction publique ont conjointement animé ce matin une conférence de presse concernant la décision portant en suspension des fonctions des enseignants admis à l'examen du spécial A promotion 2012 et 2013. Le chef d'état-major des armées, le général de division Sénou Garba, a entrepris une mission de travail de 72 heures à Gao, Menaka et à Songo au Mali, où est basé le bataillon nigérien au sein de la force des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. À l'occasion du 10e anniversaire de la disparition du cinéaste franco-nigérien Jarouche, la fondation Jarouche, en collaboration avec le Centre culturel franco-nigérien, a dévoilé le programme de la semaine dédiée à l'illustre homme de culture. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a quitté Niamey cet après-midi même à destination de Nouakchott, en Mauritanie, où il prendra part au sommet du Sahel. Le chef de l'État est accompagné dans ce déplacement de Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Amadou Boubacar Sissé, ministre d'État, ministre du Plan, de l'Aménagement du territoire et du développement communautaire. Karidjo Mahamadou, ministre de la Défense nationale. Mahaman El Ousmane, ministre de l'Élevage. Ibrahim Yakouba, directeur de cabinet adjoint du président de la République. Bon voyage. Merci bien. Merci. Le vol de rapatriement des Nigériens pris entre deux feux en République centrafricaine se poursuit à Niamey. L'État du Niger déploie tous les moyens afin de les ramener au pays pour les mettre à l'abri d'un conflit de plus en plus violent à Bangui. D'autres parmi eux étaient pris au piège. Pascal Sessou-Gauthier et Lawali Yahya. Après 4 nuits passées à Yaoundé, lieu d'embarquement des ressortissants nigériens résidant en Centrafrique, ont enfin regagné le Bercail cet après-midi. En effet, ils sont au total 221 Nigériens à prendre le vol environ de 13h30 depuis Yaoundé pour enfin atterrir à Niamey. Ainsi, dès l'arrivée à 15h30, des dispositions ont été prises par l'État nigérien afin que ces derniers soient dans les meilleures conditions d'accueil. Pour ce faire, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères s'est vite rendu sur le terrain afin de constater les conditions d'accueil. Le Niger les accueille à bras ouverts avec tout son amour et pour leur assurer que leur transport jusqu'au village respectif sera aussi assuré et leur assurer aussi que les plus hautes autorités du Niger, dont le président Mohamed Issoufou, et avec eux, a donné des instructions pour que toutes les dispositions soient prises pour leur acheminement jusqu'au village. Le secrétaire du Haut Commissariat des Nigériens au Cameroun, Mahmoud Boubou, pour sa part, a tenu à transmettre à son Excellence Issoufou Mahamadou toutes les salutations des Nigériens qui ont œuvré pour que ce rapatriement soit effectif. Donc la communauté nigérienne résidant au Cameroun tout entière, nos responsables et tout le monde, et même les autorités camerounaises, et même la population camerounaise, nous ont chargés de venir pour transmettre leurs félicitations et leurs remerciements pour tout effort que vous avez consenti et qu'avec sa grâce, que nous prions Dieu de vous faire vraiment finir cette lourde tâche que Dieu vous a confiée. Des équipes médicales ont été dépêchées et des kits ont été distribués à chacun des rapatriés afin que toute éventuelle maladie soit prévenue, et cela grâce aux efforts déployés par l'État nigérien qui se soucie de ses fils.
Les travaux des premières journées de réflexion sur la pratique évaluative dans les collectivités territoriales au Niger se poursuivent à Maradi. C'était sous la présidence du ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses en présence des autorités régionales et du haut-commissaire à la modernisation de l'État. Il s'agit pour le participant de promouvoir la culture de l'évaluation dans les collectivités territoriales du Niger. Ibrahim Hassimisso et Maman Oumarou. C'est la salle de réunion du tout nouveau centre commercial Plaza de Maradi qui a servi de cadre à cette grande rencontre organisée grâce à l'appui de l'UNICEF par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État en rapport avec les ministères en charge du plan et de celui de l'Intérieur. Elle regroupe des cadres du commandement, des élus locaux, des directeurs départementaux du plan de la zone d'intervention de l'UNICEF, des cadres de l'administration centrale et des représentants des partenaires techniques et financiers projets ONG. Objectif, contribuer à promouvoir la gestion axée sur les résultats en général et la culture de l'évaluation dans les collectivités territoriales. Après une fatia pour la prospérité institutionnelle, ont suivi des allocutions, des mots de chaleureuse bienvenue du secrétaire général et des présidents du conseil de ville et de celui du conseil régional pour le choix de Maradi à abriter ce cadre de concertation et d'échange entre les collectivités territoriales. Pour le représentant de l'UNICEF, l'élaboration d'outils appropriés de planification, de suivi et évaluation des performances des entités décentralisées reste un défi majeur, d'où l'engagement des agences du système des Nations Unies à mettre en synergie leurs interventions. Dr Ahmed Aïda a rassuré de la disponibilité de son institution à poursuivre ses actions et a exhorté les participants à réfléchir sur les voies et moyens d'instaurer une plateforme d'échange entre les différents acteurs impliqués. Procédant à l'ouverture des travaux, le ministre délégué à la décentralisation et aux affaires coutumières et religieuses a indiqué que le président de la République, Issoufou Mahamadou, et le gouvernement accordent une attention particulière au cadre de mesure des résultats pour apprécier les effets et impacts de l'action publique. Les responsables de ces entités que vous êtes devront asseoir une stratégie de suivi et évaluation des actions menées afin de consolider les acquis et programmer au besoin les activités supplémentaires afin d'atteindre les objectifs et résultats du développement défini. L'article 80 du Code général de collectivité territoriale met en exergue la nécessité de procéder à un suivi et à une évaluation des investissements de collectivités territoriales. Le respect de cette disposition vous oblige désormais à mettre en place un système de suivi et d'évaluation indispensable à la réalisation d'un bilan global vous permettant de convaincre les populations qui vous ont élus. Édifier les populations sur l'utilisation de leurs ressources et de celles allouées par l'État et les partenaires au développement contribue certainement au développement de la culture, de l'évaluation de la performance, un des principes de bonne gouvernance. Les fédérations de taekwondo, d'escrime et de tennis ont vaillamment remporté des médailles lors des différentes compétitions sous-régionales et internationales auxquelles elles ont pris part. Pour les féliciter d'abord, les encourager ensuite et afin de rapporter le soutien de l'État, le ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelkarim Malam a tenu à les recevoir et c'était en présence de Salamata Morijibo et Abdullah Hamidou. La première fédération reçue par le ministre en charge des sports, Abdelkarim Dammalam, est celle du taekwondo avec à sa tête son président Soumane Sanda. De retour de la Coupe Onatel au Burkina Faso le 2 février dernier, la 10e édition a vu la participation de 10 équipes et le Niger a aligné 8 combattants en tout, en dames et en hommes. Sur les 8 athlètes que nous avons alignés, nous avons pu remporter 5 médailles en or, une médaille d'argent et une médaille de bronze. Ce qui nous a valu la première place au niveau du classement par équipe. Et également une coupe pour le meilleur combattant. Donc la Nigérienne a retenti 5 fois à Ouagadougou. Et parmi les meilleurs combattants, c'est un autre qui a été désigné, sacré combattant, et c'est lui qui a pu prendre la coupe mise en jeu à ce niveau également. Donc c'est tout cela.
Honneur, c'est le mot. Le ministre a félicité cette fédération de taekwondo, discrète mais qui honore une fois de plus le Niger. Vous avez honoré le pays. Je vous remercie sincèrement au nom des plus hautes autorités de ce pays pour l'honneur que vous avez fait en représentant votre pays donc à cette compétition-là. Je sais que la Fédération nigérienne de taekwondo fait partie des premières fédérations en matière de formation, en matière de discipline et en matière de succès. Il n'y a pas de petit et de grand sport chez moi. Le sport qui compte chez moi, c'est celui qui gagne. En fait, explique Abdelkarim Dammalam, c'est plutôt le résultat qui fait la différence et la fédération d'escrime, cette jeune fédération qui n'a que 3 ans d'existence, le démontre. Le chef d'état-major des armées, le général de division, Séni Garba, a entrepris une mission de travail de 72 heures à Gao, Menaka et à Songo au Mali, où étaient basés les bataillons nigériens au sein de la Force des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA. Objectif s'enquérir des conditions de vie et de travail de ces ambassadeurs nigériens en mission de paix au Mali. Le résumé de nos envois spéciaux Moussa Hamani et Askou Jibrilla. Ce sont les localités de Gao, de Menaka et d'Assongo, des villes du nord Mali où est basé le contingent militaire nigérien de la MINUSMA, d'un effectif de 850 éléments sous le commandement du commandant de bataillon colonel Salou Barmou, qui ont reçu la visite du chef d'état-major des armées, le général de division Séni Garba, qu'accompagne pour la circonstance le commandant des opérations, colonel Sédou Badje, le directeur central du matériel, colonel Amaté Hassani, et du chef de cabinet du chef d'état-major des armées, le commandant Sadou. Dans ces localités, le général Séni Garba a tenu à s'enquérir des conditions de vie et de travail des ambassadeurs nigériens en mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Un contingent qui se porte bien, car assurant de la cohésion, l'expérience et la discipline sa mission de maintien de paix. Un comportement auquel s'est réjoui le chef d'état-major des armées en s'adressant à eux aussi bien aux différentes places d'armes qu'au niveau des réunions des cadres où plusieurs autres sujets ont été également abordés. Des sujets touchant l'objectif de leur mission et de nouvelles mesures prises pour mettre hors d'état de nuire les terroristes, mais également pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Pour le cas particulier du bataillon nigérien, au sein de la force multidimensionnelle intégrée pour la stabilisation du Mali, il s'agissait pour moi de venir sur place constater les conditions de vie et de travail de ces militaires. Je peux dire que globalement, je suis vraiment satisfait d'avoir rencontré des hommes enthousiastes et qui ont le moral là, vraiment au beau fixe, en dépit des risques terroristes. J'ai saisi l'opportunité de cette visite pour échanger avec le personnel sur des questions relatives à la vie de notre institution ainsi que la situation sécuritaire au niveau de l'espace sahélo-saharien d'une manière générale et au Niger en particulier. Nous avons des grands projets dans ce domaine-là pour sécuriser notre espace. J'ai saisi cette opportunité pour transmettre au personnel les salutations et les encouragements des plus hautes autorités politiques du Niger, notamment le président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour le travail remarquable que notre contingent est en train d'effectuer en terre malienne. En rencontrant les responsables de la mission des Nations Unies et les autorités administratives et militaires maliennes, toutes ces personnalités sont unanimes que le contingent nigérien est exemplaire. Ce contingent accomplit sa mission avec professionnalisme et abnégation. En tant que responsable militaire, c'est vraiment un réel plaisir pour moi. Je ne pourrais qu'exhorter ce bataillon à continuer dans le même sens et être vigilant, parce que la sécurité n'est pas encore totale sur l'ensemble du territoire malien.
Donc ils doivent être vigilants pour éviter la surprise. Mais je suis confiant que tout va se passer bien. Le général Séni Garba a également profité de cette occasion pour effectuer des visites au sein des différents camps, notamment au quartier général basé à Gao, au niveau de la restauration, de l'hébergement, de l'infirmerie, sans oublier l'important parc auto bien équipé des différents camps visités. Dans le même ordre d'idée, le chef d'état-major et sa délégation se sont rendus au poste avancé de Tassiga, à 32 km d'Assango, où il est allé s'inquérir également des conditions de vie et de travail du reste du contingent et visiter les alentours du camp, dont le pont de Tassiga. Ce déplacement du chef d'état-major des armées dans les villes de Gao, de Menaka et d'Assango a davantage encouragé nos valeureux soldats qui sont très appréciés des responsables politiques du Mali, des Nations Unies et surtout de la population malienne dont les activités quotidiennes reprennent de plus en plus avec beaucoup d'enthousiasme, d'engouement et de liberté, comme ceux constatés à la libération de ces villes du Nord Mali, dont Assango avec l'entrée triomphale des soldats nigériens. C'est avec beaucoup de satisfaction que le chef d'état-major des armées, le général de division Séni Garba, termine sa mission à Gao, Menaka et Assango, où le bataillon nigérien de la MINUSMA mène avec beaucoup de discipline et de professionnalisme sa mission de stabilisation du Mali. À Niamey, les ministères de l'éducation primaire et de la promotion des langues nationales et de la fonction publique ont conjointement animé une conférence de presse concernant la décision portant suspension des fonctions des enseignants admis à l'examen du spécial à promotion 2012-2013. L'objectif de cette sortie est de donner la version du gouvernement par rapport à cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre. En voici un extrait. Cet arrêté, en son article 2, précise qu'à l'avenir, à compter de 2012, les candidats à l'examen du spécial A devront par voie hiérarchique transmettre leur dossier au ministère de la fonction publique qui les examinera conformément au texte en vigueur et prendra un arrêté portant liste nominative des candidats autorisés à se présenter au concours avant la transmission à l'université. Aussi, à la demande du ministère en charge de l'éducation, un nouveau concours professionnel a été institué à partir de l'année 2012 pour la formation des professeurs de CEG au profit de ces enseignants. Or, nonobstant ces dispositions à caractère réglementaire et ces mesures institutionnelles, 700 enseignants sont reçus aux deux sessions de cet examen organisé en 2012 et 2013 par l'Université de Niamey, et c'est en violation de la procédure prescrite par les dispositions précitées. Ce départ massif des enseignants est de nature à mettre le système éducatif dans une situation inconfortable en considération de l'impact qu'aura le départ massif non programmé d'enseignants titulaires abandonnant pour ainsi dire les classes, sacrifiant de ce fait l'avenir de leurs élèves. En outre, la qualité tant recherchée du système requiert inéluctablement la présence d'enseignants expérimentés pour l'enseignement, l'apprentissage des élèves d'une part, et pour l'encadrement des nouveaux enseignants, le contractuel. Cette situation ne saurait donc prospérer. C'est pourquoi la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a, par lettre circulaire numéro 326 du 22 août 2013, adressé à tous les directeurs régionaux, départementaux et à tous les inspecteurs chefs des services de l'enseignement de base 1 et 2, inviter tous les enseignants admis à des promotions 2012 et 2013 se trouvant dans une situation irrégulière à rejoindre sans délai leur poste de travail à la prochaine rentrée scolaire, faute de quoi ils seront considérés comme étant en situation d'abandon de poste et seront traités comme tels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. À l'occasion du 10e anniversaire de la disparition du cinéaste franco-nigérien Jean Rouch, la fondation Jean Rouch, en collaboration avec le CCFN, organise en début de semaine une conférence de presse. Objectif d'évaluer le programme de la semaine dédiée à l'illustre homme de culture. Aïssa Alzouma, Mohamed Soumana. À toutes ces flèches, il en tient une comptabilité très précise. En effet, le 18 février 2014 fera 10 ans que Jean Rouch nous a quittés.
Il s'agissait au cours de cette conférence de retracer les grandes lignes qui composent le programme des activités commémoratives du 10e anniversaire de la disparition de cet éminent réalisateur ethnographe. C'est de réunir un certain nombre de partenaires nigériens, français, américains, allemands autour d'une programmation à l'occasion d'un anniversaire qui est celui de la disparition de Jean Rouch au Niger en 2004. Donc ça fera 10 ans et à cette occasion, cela nous donne le prétexte en tout cas de se repencher sur son œuvre de manière ouverte, décomplexée, analytique et de découvrir un certain nombre d'inédits et de voir ce qu'il reste de son œuvre. On a intitulé la programmation Rouch Mémoire Vive parce qu'on gage qu'il reste énormément de choses de son œuvre aujourd'hui auprès du Niger, auprès des jeunes générations, auprès aussi des documentaristes du monde entier. Et donc nous avons proposé que soit organisée cette manifestation. Les œuvres de Jean Rouch constituent une bibliothèque inépuisable de la culture africaine. Une culture qui est de plus en plus appréciée par la jeunesse de nos jours. Ce qui fait chaud au cœur, c'est que la jeunesse s'intéresse à Jean Rouch, à l'œuvre de Jean Rouch. Et à travers Jean Rouch, cette jeunesse s'intéresse forcément aux cultures africaines. Parce que Jean Rouch a beaucoup travaillé au niveau de nos croyances, au niveau de nos us et coutumes. Et je pense que cet héritage aura une pérennité parce que à travers cette jeunesse-là, les choses vont continuer et les choses vont continuer parce qu'ils ont la chance d'avoir le médium qui est l'audiovisuel. À l'époque, nous, on n'avait pas eu toute cette chance-là pour exprimer ce qu'on avait, ce qu'on voulait dire, ce qu'on voulait faire. Et à travers tout cela, à travers Jean Rouch, je pense que les cultures africaines pourront continuer à être connues, à être valorisées, et qu'on n'ait pas honte de nos cultures. Jean Rouch a marqué l'esprit des Nigériens en particulier et les peuples vivant sur les rives du fleuve Niger en général par ses œuvres cinématographiques. Hamid Moussa, preneur de son de Jean Rouch, seul survivant de l'équipe, nous livre ses sentiments. Dans l'équipe, je suis le seul qui reste aujourd'hui. Je n'ai pas le mot pour le dire. C'est vraiment une fierté. C'est vraiment une fierté. Signalons que les activités commémoratives se poursuivront jusqu'au 28 février par des projections, colloques et expositions autour de la vie et des œuvres de l'auteur. En mission dans le département de Walam, le gouverneur de la région de Tillabéri, Assimi Djabri, a effectué une série de visites dans des établissements scolaires de Sargan, Trokoboy et Walam en vue de s'enquérir du niveau d'exécution des travaux de construction des classes en matériaux définitifs dans le cadre du programme de renaissance du président de la République, Bada Salamatou et Jubono. L'école Médersa de Tolkoboy a constitué la première étape de cette série de visites. Une école créée en 2007 avec un effectif de 74 élèves dont 42 filles. C'est un bloc de 3 classes construit dans le cadre du programme de construction de 3000 salles de classe par an initié par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Les travaux sont achevés et attendent d'être réceptionnés. À Sargan, deuxième étape, c'est également un bloc de 3 classes en matériaux définitifs qui a reçu la visite du gouverneur de la région. Là aussi, les travaux sont achevés et seront bientôt réceptionnés. Au CEG de Sargan, ce sont 2 blocs de 3 classes qui sont en chantier. Le niveau de réalisation a atteint les 30%. À Walam, dernière étape, c'est le collège franco-arabe Halidou Badji qui a reçu la visite du gouverneur. À ce niveau, 2 blocs de 3 classes et un bloc de latrine à 3 compartiments chacun sont en chantier. Au cours des échanges à toutes les étapes, Assimi Djabri a exprimé toute sa satisfaction. Quant aux imperfections constatées, il a exhorté les différents acteurs à s'appliquer pleinement. Le gouverneur de la région de Tillabéri a aussi rappelé la place de choix qu'occupe le volet éducation au sein du programme de renaissance du Niger et les importants moyens déployés par l'État et ses partenaires dans ce secteur.
Réjoui des efforts consentis par la population de Sargane, Assimiou Djabri a invité les populations à s'inspirer de leur exemple pour avoir mis à la disposition d'une des écoles 20 000 briques pour sa clôture afin de soutenir l'État. À Tawa, ouverture mercredi dernier des travaux d'un atelier d'élaboration de plan d'action 2014-2015 de la commune de convergence de Bagaroua pour améliorer la résilience des communautés vulnérables organisée par le Haut Commissariat à l'initiative 3N avec l'appui de plusieurs partenaires. Fatih Bamo et Lawalissini. Cette cérémonie marque le lancement de l'atelier d'élaboration des plans d'action 2014-2015 de la commune de convergence de Bagaroua. Cette nouvelle vision du développement représente un gage de partenariat stratégique du système des Nations Unies pour le soutien de l'initiative 3N, mais surtout de note d'une volonté progressive des partenaires à travailler ensemble dans une synergie d'action basée sur les besoins réels des populations. En prenant la parole, les maires de la commune de Bagaroua, les préfets du département de Bagaroua, les premiers vice-présidents du conseil régional ont à tour de rôle souhaité la chaleureuse bienvenue à tous ceux qui ont fait les déplacements de Bagaroua. Dans son intervention, le représentant du système des Nations Unies, Mohamed El-Béchir, a indiqué que l'approche commune de convergence vise en effet à rendre les populations moins vulnérables et capables de prendre en main leur destinée. Cette approche nécessite cependant une bonne gouvernance et une appropriation totale par les acteurs communaux, départementaux et régionaux, ainsi qu'un engagement fort des populations de Bagaroua. À cet égard, la contribution financière et non financière de la commune constitue un gage de cet engagement. Pour Dr Aboubakar Mahamadou, représentant le Haut Commissariat à l'initiative 3N empêchée, lui a affirmé que ces travaux consistent à identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre dans la commune de Bagaroua afin de renforcer la résilience des communautés. L'approche retenue pour opérationnaliser l'initiative 3N consiste à bâtir la résilience justement des populations les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire sur un partenariat entre les différents acteurs afin de valoriser l'articulation des interventions de protection sociale, de l'appui au développement. En procédant au lancement des travaux, le secrétaire général de la région d'Ottawa, Al-Farouk Afellan, n'a pas manqué de souligner que les crises alimentaires répétitives et la pauvreté ont gravement compromis la capacité des ménages de résister à des chocs plus fréquents, ce qui constitue un défi majeur à relever. C'est pourquoi, pour y parvenir, a poursuivi Al-Farouk Afellan, une synergie d'action concentrée est nécessaire, car elle permet d'atteindre les objectifs liés à la résilience des populations vulnérables. Le secrétaire général de la région d'Ottawa a ajouté que ces partenariats stratégiques soutiennent le Niger dans l'attente des objectifs du plan de développement économique et social PDS 2012-2015 et l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, cher au président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, et au Premier ministre, son Excellence Birji Rafini. Lancée cette semaine sous le haut patronage de la première dame Dr Malika Issoufou, présidente de la Fondation Tatalin Ali, la journée nationale de salubrité urbaine connaît aujourd'hui un début au niveau de la capitale. Le maire de la ville de Niamey était sur plusieurs sites au niveau des arrondissements pour concrétiser les engagements pris afin que Niamey soit le portail du pays. Aman Omarou, Habibou Malam. On se le rappelle, la première dame, Madame Malika Issoufou, s'est investie dans la situation d'insalubrité que connaît les villes et principalement la capitale en mettant une coupe pour chaque quartier propre de la ville de Niamey. Elle a dans ce sens parrainé le lancement de la journée de salubrité et dans cette optique, plusieurs chantiers sont ouverts à Niamey pour ce combat sans merci contre l'insalubrité grandissante. La visite ce matin du maire président du conseil de ville de Niamey aux environs du stade général Séni Kounché, au jardin d'enfants SOS et aussi à la grande mosquée a permis de voir l'imposant travail sur le terrain apprécié ici par le premier responsable de la capitale.
En tout cas, l'un dans l'autre, nous sommes déterminés. Nous avons une volonté de faire pour faire de Niamey-Niala conformément au programme spécial du président de la République, Alhaji Mahamadou Issoufou. Partout où il a passé, le maire Hassan Seydou Sanda a donné des instructions fermes aux techniciens sur le terrain, car pour lui le développement c'est d'abord la propriété et par conséquent, il fera des moyens conséquents, comme le précise ici Abdou Adam, directeur général du développement et de la prospective de la ville de Niamey. On ne s'arrête pas là, c'est un modèle que nous voulons montrer à la population et montrer notre engagement, en tout cas à rendre la ville propre. Ce que nous demandons à la population, c'est vraiment de respecter les consignes que la ville de Niamey donne pour l'utilisation des infrastructures qui ont été mises à leur disposition. À la grande mosquée, ce sont des travaux d'éclairage et des grilles de protection qui ont été exécutés par la ville de Niamey. Le Cheikh Diabri, qui salue cette promptitude du maire Hassan Seydou Sanda, a tout d'abord remercié le bon Dieu et les responsables de la 7e République et dire une fatia pour la paix, la quiétude et le bonheur au Niger et aux Nigériens. Pour ces actions, le maire de Niamey compte pleinement s'investir à l'ambitieux programme du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, pour une ville coquette Niamey-Yala. Le chef de l'État nous a tracé la voie et nous a indiqué de voir la vision claire, a dit Hassan Seydou Sanda. C'est donc de cela que nous nous larguons et nous en approprier pour concrétiser cela sur le terrain. Je compte, a dit Hassan Seydou Sanda, sur le concours de tous et de chacun pour le bien vivre de tous les habitants et ceux de passage à Niamey. À Dosso, précisément dans le département de Falmey, les paysans procèdent à la récolte du riz. Une joie, une récompense après une saison de dur labeur, même si l'État est resté aux côtés de ses vaillants agriculteurs. Manuel Agisido et Harissou Garba. Le département de Falmey, dans la région de Dosso, compte 28 sites exploités par 1885 producteurs, dont 956 femmes. Et le site de Hilim Majé, situé le long du fleuve, aux abords du parc W, avec ses 50 hectares pour 250 exploitants, reste la référence dans le cadre de l'initiative 3N. Suivons M. Yahaya Wakasso, directeur départemental de l'agriculture de Falmey. Donc c'est un village qui a eu une inondation en 2012 et relogé. Donc c'est suite à cette inondation que les cadres techniques et la population ont décidé d'initier une culture qui peut vraiment apporter une grande favori à la population. Nous avons une exploitation qui a été réalisée en début octobre et maintenant nous sommes en début février, donc nous sommes en période de récolte. La population qui exploite les sites est d'environ 250 exploitants dans les 3 villages environnants et nous espérons atteindre une production d'environ 40 tonnes. Présentement, on est venu pour constater de visu la récolte réalisée par ces producteurs qui ont la volonté, après des inondations, donc ils ont eu à profiter pour mettre du riz en culture irriguée. Pour le préfet du département de Falmey, M. Jean Dorichi Algaler, c'est un sentiment de satisfaction. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est un sentiment de satisfaction générale. Ma présence sur ce site de Hilim Majé, c'est une suite logique aux précédentes visites effectuées par d'abord le niveau national et ensuite tout dernièrement par le gouverneur de la région de Dosso. Donc je suis là dans le cadre de la supervision de ce site pour marquer la présence de l'État, pour encourager ces populations, pour les soutenir, parce que la population est consciente aujourd'hui de cette politique nationale de l'État en matière d'autosuffisance alimentaire. À Zander, les éléments du bureau de douane de Magaria ont procédé à une saisie de 14 kg de chanvre indien et le préfet du département est allé féliciter et encourager les éléments ayant opéré cette action. Laoli Chilo et Faji Bokar. À minuit 5, les agents du bureau des douanes de Magaria, de permanence au bureau,
ont intercepté le sieur Souleymane Moussa, chauffeur du véhicule Toyota de type Computa, numéro 7B 1651 RN, transportant un passager ayant 2 sacs de voyage. Les agents ont demandé au passager ce que contenaient les 2 sacs. Le sieur Shizuntu Sundei, propriétaire des 2 sacs, né en 1989 à Enugu, Nigeria, étudiant, âgé de 25 ans, leur avait dit que ce sont des habits. En ce cas, ce sont des habits qu'il y a dans les 2 sacs. Les agents avaient émis des doutes et ont procédé à la fouille des sacs et ont trouvé sous les habits 14 sachets de chanvre indien, totalisant 14 kilos. Nous avons fait une mise à disposition de la quantité de chanvre indien saisie. Le chauffeur et le propriétaire de la marchandise sont en garde à vue au niveau de la police de Magaria, qui va continuer les investigations. Je profite de l'occasion qui m'est offerte pour vraiment féliciter les agents ayant effectué la saisie. Et à travers eux, tous les agents du bureau des douanes de Magaria. Occasion pour le directeur régional par intérim de douane, Zander Difa, de remercier et de féliciter tous les agents de douane de 2 régions, et cela après avoir rappelé leur mission. Je profite de cette saisie pour féliciter au nom de la hiérarchie tous les agents de douane de la région Zander Difa, de Ningimi à Matame, ainsi que les autres éléments des autres forces placées sur nos postes, et particulièrement les agents du bureau de Magaria qui ont mené cette action salutaire. Le préfet du département de Magaria, Saleh Jigo, a pour sa part lui aussi, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, et du gouvernement de la 7e République, félicité et encouragé ces vaillants citoyens qui viennent de faire preuve, une fois de plus, de bravoure et du patriotisme dans leur lourde et exaltante tâche. Et ce communiqué, le bureau politique du MNSD Nassara a exclu cette semaine certains membres du bureau, dont le secrétaire général du parti Albadé Abouba. Et en attendant le délibéré de cette affaire prévu le lundi 17 février prochain, les victimes de cette décision, à savoir l'aile Albadé Abouba, organisé un meeting géant cet après-midi même à Tilaberi, et nous y reviendrons demain. Sur le plan syndical, à l'occasion du 2e anniversaire de sa création, le syndicat national indépendant des enseignants du Niger SYNIEN et le bureau exécutif national a rendu public aujourd'hui à son siège une déclaration dont nous vous proposons de suivre la teneur avec le secrétaire général Bachir Kaka. Après seulement deux ans d'existence, le syndicat national indépendant des enseignants du Niger SYNIEN s'impose de manière incontestable sur l'échiquier syndical nigérien comme une force de proposition constructive et de prise en charge des préoccupations de ses membres. On peut noter entre autres le suivi et l'aboutissement de dossiers de mise en position de stage et le reclassement des admis de la section spéciale et au spécial A, l'attribution des matricules des enseignants intégrés à la fonction publique, la régularisation de la situation administrative et financière des enseignants, le combat permanent qu'ils mènent pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des camarades, pour ne citer que cela. Le BEN SYNIEN se félicite de constater l'implantation effective de notre syndicat sur toute l'étendue du territoire national et l'adhésion de plus en plus massive des militantes et militants enregistrés par nos différentes sections. C'est le lieu ici de remercier l'ensemble des camarades d'avoir fait le choix de la responsabilité et de l'indépendance syndicale et les exhorte à une mobilisation sans faille pour les prochaines élections professionnelles. Le BEN SYNIEN informe également les camarades du lancement dans les prochains jours de son opération logements sociaux de la cité indépendance des enseignants dans les régions de Niamey, Dosso, Maradi, Zander et Difa. Enfin,
Le Ben signait, tout en remerciant ses militantes et militants de leur mobilisation sans faille pour le rayonnement de l'école nigérienne, les exhorte à rester vigilants et déterminés afin de hisser haut le flambeau du syndicat national indépendant des enseignants du Niger signé. Vive l'école nigérienne, vive l'ISPT, vive les signés. La mission de vulgarisation du code relatif au sabre national de lutte traditionnelle séjourne à l'intérieur du pays. C'est un code nouveau, revu, toiletté, afin que ce sport roi au Niger soit un facteur de cohésion sociale, d'unité, de fraternité et de paix. À quelques jours de compétition, le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est mis à la sensibilisation. Issa Saleh, Bada Salamatou et Ben Youssouf Abdelaziz. À travers cette rencontre, il s'est agi pour les membres de la mission initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports de partager avec les différents acteurs intervenant dans le domaine de la lutte le contenu du Code du sabre national de lutte traditionnelle. L'objet de notre mission, c'est de vulgariser. Vous savez, à la suite du sabre national qui s'est déroulé à Niamey, la 34e édition, nous avons vécu des problèmes, des incidents. Ces incidents ont amené les pouvoirs publics, les hautes autorités, à interpeller le ministre de la Jeunesse et des Sports d'antan à l'Assemblée nationale pour lui demander des explications par rapport à ce qui s'est passé. Donc, c'est suite à cette interpellation qu'il a été recommandé de mettre en place un comité chargé de réfléchir sur les problèmes qui minent la lutte traditionnelle et de proposer des solutions pour que ce patrimoine culturel qui est très cher pour le Niger et les Nigériens, pour que ce patrimoine-là soit préservé et qu'on lui donne la place qu'on lui a donnée, parce que, comme vous le savez, la lutte a été consacrée par les pouvoirs publics comme étant le sport national au Niger. Après les travaux du comité de réflexion, après l'atelier de validation des travaux, des résultats des travaux du comité, que la mission a été engagée pour qu'on rencontre l'ensemble des acteurs à l'intérieur du pays pour pouvoir partager avec ces acteurs-là le contenu des résultats de ces réflexions. Les membres de la mission ont tour à tour pris la parole pour expliquer aux différents acteurs les règles générales propres au sabre national de lutte traditionnelle. Ils se sont apaisantis sur le règlement de la lutte après les incidents constatés l'année dernière au 34e championnat à Niamey. Les règles énoncées doivent en effet être connues, admises et respectées par tous et exigent des pratiquants de produire une lutte traditionnelle totale dans l'honnêteté et le fair play. Évoquant le point sur la qualification du lutteur, les membres de la mission ont beaucoup mis l'accent sur les pièces à fournir et qui doivent parvenir à la fin d'une lutte au moins une semaine avant la date de l'ouverture du sabre national et la tenue à porter dans l'aire de combat, de même que d'autres aspects se rapportant. Les échanges qui ont suivi ont permis aux différents acteurs de s'approprier le contenu du Code du sabre national et d'en faire bon usage. Intervenant pour sa part, le secrétaire général de la préfecture de Oualam s'est réjoui de la tenue d'une telle rencontre qui permettra aux différents acteurs d'être imprégnés sur le code de la lutte traditionnelle. Awal Bantache ensuite d'ajouter que la lutte est comme toutes les disciplines sportives car obéissant à des règles. Son objectif est de terrasser l'adversaire ou de le vaincre par décision du corps arbitral ou médical. C'est pourquoi il a invité les différents acteurs à s'approprier ce code afin d'atteindre l'objectif poursuivi. Comme toute autre discipline sportive, la lutte traditionnelle obéit aussi à des règles qui constituent la loi du jeu et qui définissent sa pratique. La vulgarisation de cette loi régissant la lutte traditionnelle dans notre pays est l'objectif de la présence d'une mission du ministère de la Jeunesse et des Sports conduite par le conseiller technique du dit ministère, M. Boubé Zangouizé, qui a rencontré les acteurs du sabre national de la région de Dosso. Et c'était en présence du secrétaire général de la région, M. Yahya Tankari, et du préfet du département de Dosso, M. Issoufou El Hadji Garba. Au secrétaire général de la région de Dosso de prendre le premier la parole pour souhaiter la bienvenue à la délégation chargée de vulgariser ce code du sabre national à travers la lutte traditionnelle, sport roi dans notre pays.
et invité les participants à la rencontre à prêter une attention particulière pour tirer profit de l'exposé qui leur sera transmis par les membres de la délégation venus du niveau central. Ensuite, au chef de la délégation chargé de vulgariser ce code du sabre national au titre des régions de Tillabéri, Dosso et Niamey, de prendre la parole pour souligner que l'objectif de la lutte traditionnelle est de terrasser l'adversaire ou de le vaincre par la décision du corps arbitral, d'où le présent règlement s'applique aux compétitions du sabre national organisées chaque année dans notre pays par le ministère en charge des sports avec l'appui technique de la Fédération nigérienne de lutte FENILUT. C'est pourquoi les règles énoncées dans ce code doivent être connues de tous, admises et respectées par tous, et exigent aux pratiquants à produire une lutte traditionnelle totale dans l'honnêteté et le fair play. Un instant après, un exposé en langue nationale sur ce code, composé de 48 articles, a été transmis aux participants, parmi lesquels figurent les membres de la Ligue régionale de la lutte traditionnelle. Comme toutes les disciplines sportives, la lutte traditionnelle obéit à des règles qui constituent la loi du jeu et définissent sa pratique. L'objectif premier de ce code est de terrasser l'adversaire et le convaincre par décision du corps arbitral. Le présent règlement s'applique aux compétitions du sabre national organisées par le Niger, par le ministère en charge du sport avec l'appui de la Fédération nigérienne de lutte. Ces règles du nouveau code du sabre national de lutte traditionnelle doivent être contenues, admises et respectées par tous et exigent des pratiquants de produire une lutte traditionnelle saine dans l'honnêteté et le fair play. Le présent code a pour objet de définir les règles propres du sabre national de lutte traditionnelle tout en sauvegardant son caractère traditionnel. À ce titre, le nouveau code définit et précise les conditions pratiques et techniques dans lesquelles doivent se dérouler l'organisation de compétitions et de combats. Il fixe les fonctions des officiels, définit les interdictions et les sanctions. Il fixe les modalités de classement et la composition des règlements. Le directeur national des sports, M. Fougou Karam, explique. Il y a un certain nombre d'éléments, de changements majeurs qui ont intervenu dans ce code. Là, le premier élément, c'est la victoire. Dans le temps, quand un genou touche le sol, on est déclaré comme tombé. Ou un coup touche le sol, on est déclaré comme tombé. Mais ce code-là dit que pour être tombé, il faut au moins avoir 2 appuis au sol. C'est-à-dire ou 2 genoux au sol, ou 2 coudes au sol, ou un genou et un coude au sol. Ça, c'est vraiment un changement majeur qui a intervenu au niveau, par exemple, de ce code-là. L'autre élément, c'est la qualification du lutteur. Vous savez, le sabre national, c'est une fête nationale, c'est une compétition nationale. Pour participer à cette compétition nationale, il faut avoir un certain nombre de pièces, dont notamment le certificat de nationalité, l'acte de naissance, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est réservé, par exemple, aux lutteurs de nationalité nigérienne, pour permettre en tout cas aux Nigériens de pouvoir, en tout cas, comment on appelle ça, se préparer et exceller dans cette pratique de la lutte traditionnelle, parce que la lutte traditionnelle, c'est un de nos sports qui est pratiqué partout au Niger. Donc il n'y a pas de raison que, en tout cas, les Nigériens ne puissent pas participer à cette compétition-là. S'il y a lieu l'interprétation des dispositions du nouveau code, l'organisation du sabre national de lutte traditionnelle relève de la compétence exclusive de la commission des statuts et règlements disciplinaires de la FENIFOOT. Très émerveillés du contenu du nouveau code du sabre national, les autorités administratives de la région et le public venu pour la circonstance ont été largement éclairés sur les nouvelles mesures et les dispositions contenues dans ce document. Les ministères de l'Éducation primaire, de la promotion des langues nationales et de la fonction publique ont conjointement animé une conférence de presse relative à la décision portant suspension des fonctions des enseignants admis à l'examen du spécial A, promotion 2012-2013. L'objectif de cette sortie est de donner la version du gouvernement par rapport à cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Suivons l'intégralité de cette conférence de presse. Bonne réception à tous. Point de presse conjoint des ministères en charge de l'enseignement primaire et de la fonction publique sur le spécial A. Suite à la publication des décisions portant suspension des fonctions des enseignants admis à l'examen spécial A, promotion 2012 et 2013, certaines voix
sont levées pour qualifier ces décisions d'illégales et tenter de jeter l'opprobre sur l'administration. L'objet donc de ces points de presse est de restituer la réalité des faits et d'éclairer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé. Qu'en est-il exactement? L'examen spécial A été institué par arrêté rectoral numéro 431 du 13 mars 1974. C'est une possibilité offerte aux personnes non titulaires du baccalauréat désireuses de poursuivre des études universitaires d'accéder à l'université de Niamey. C'est un examen qui est ouvert et organisé sur la base des textes de l'université. Il n'est donc pas un concours professionnel qui se fait sur la base d'expression des besoins définis dans un plan de formation du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. C'est à cet examen que ces enseignants sont admis sans passer par leur ministère de tutelle ni par le ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Or, la formation en cours d'emploi des agents de l'État est régie par les dispositions de la loi 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l'État et du décret 2008-244 du 31 juillet 2008 portant modalité d'application respectivement comme suit. Article 104. Tout fonctionnaire a le droit et le devoir en cours de sa carrière d'améliorer et de compléter sa formation professionnelle, soit par la voie de perfectionnement, soit par la voie de la formation en cours d'emploi, soit par la voie de la spécialisation. La formation professionnelle des fonctionnaires a pour objet de leur permettre d'exercer leurs fonctions dans les meilleures conditions de compétence et d'efficacité pour satisfaire les besoins de l'administration et des usagers. La mise en formation doit obligatoirement tenir compte des besoins réels des administrations ou services contenus dans un plan de formation. Article 106. La formation en cours d'emploi est celle du fonctionnaire qui, à la suite d'un concours professionnel, émis par décision du ministre en charge de la fonction publique en position de stage, dans un établissement de formation agréé pour une durée au moins égale à une année académique en vue de lui permettre d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice d'un emploi immédiatement supérieur. Article 190. Les fonctionnaires appelés à suivre un stage de formation professionnelle, de spécialisation ou de perfectionnement sont mis en position de stage par décision du ministre chargé de la fonction publique. Celles peuvent être mis en position de stage de formation professionnelle les fonctionnaires admis à un concours professionnel dûment organisé par le ministère en charge de la fonction publique. Article 246. La mise en position de stage de formation en cours d'emploi en vue d'accéder à la catégorie supérieure et subordonnée à l'admission à un concours professionnel. Le spécial A tel que décrit plus haut ne répond aux dispositions ainsi édictées. Ces enseignants étant des fonctionnaires sont dans une position statutaire et réglementaire, donc leur comportement professionnel de tous les jours doit être guidé par la loi, par les dispositions de la loi 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique et de son décret d'application. Aussi, faudrait-il rappeler que ce même problème est survenu en 2011 avec la suspension des fonctions de 127 enseignants de la promotion 2010. Suite aux négociations avec les syndicats du secteur de l'éducation, le gouvernement a décidé de régler les cas des promotions 2006 à 2011 par arrêté conjoint 1598 MPT MENAPLAN du 28 octobre 2011 signé par le ministre en charge de la fonction publique et le ministre en charge de l'enseignement primaire, ayant permis par la suite d'organiser à titre de régularisation des concours professionnels, la mise en position des stages et l'intégration des intéressés, dont beaucoup ne pourront plus servir ces ministères. Cet arrêté, en son article 2, précise
qu'à l'avenir, à compter de 2012, les candidats à l'examen du spécial A devront par voie hiérarchique transmettre leur dossier au ministère de la fonction publique qui les examinera conformément au texte en vigueur et prendra un arrêté portant liste nominative des candidats autorisés à se présenter au concours avant la transmission à l'université. Aussi, à la demande du ministère en charge de l'éducation, un nouveau concours professionnel a été institué à partir de l'année 2012 pour la formation des professeurs de CEG au profit de ces enseignants. Or, nonobstant ces dispositions à caractère réglementaire et ces mesures institutionnelles, 700 enseignants sont reçus aux deux sessions de cet examen organisé en 2012 et 2013 par l'université de Niamey, et c'est en violation de la procédure prescrite par les dispositions précitées. Ce départ massif des enseignants est de nature à mettre le système éducatif dans une situation inconfortable en considération de l'impact qu'aura le départ massif non programmé d'enseignants titulaires abandonnant pour ainsi dire les classes, sacrifiant de ce fait l'avenir de leurs élèves. En outre, la qualité tant recherchée du système requiert inéluctablement la présence d'enseignants expérimentés pour l'enseignement, l'apprentissage des élèves d'une part, et pour l'encadrement des nouveaux enseignants de le contractuel. Cette situation ne saurait donc prospérer. C'est pourquoi la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique a, par lettre circulaire numéro 326 du 22 août 2013, adressé à tous les directeurs régionaux, départementaux et à tous les inspecteurs chefs des services de l'enseignement de base 1 et 2, invité tous les enseignants admis à des promotions 2012 et 2013 se trouvant dans une situation irrégulière à rejoindre sans délai leur poste de travail à la prochaine rentrée scolaire, faute de quoi ils seront considérés comme étant en situation d'abandon de poste et seront traités comme tels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. À la suite de cette circulaire, sur les 700 enseignants, 450 n'ont pas répondu aux injonctions de la ministre en charge de l'enseignement primaire. Ces enseignants, au regard de la législation et de la réglementation en vigueur, sont donc en abandon de poste. Ces derniers se définissant comme étant une absence irrégulière et injustifiée. C'est pourquoi la ministre a ainsi, par lettre 1269 du 15 juillet 2013, saisi son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, pour l'informer de la situation. Par lettre 1607 du 1er août 2013, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, demandait à la ministre de l'enseignement primaire l'application des textes en la matière. Toujours dans un souci d'apaisement, la ministre de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique, a par des communiqués radio-télévisés invité tous les enseignants des promotions 2012 et 2013